selon vous, à quelle étape de la chaîne alimentaire gaspille-t-on le plus? Est-ce que c'est au niveau de la production? Est-ce que c'est au niveau de la transformation, de la distribution ou de la consommation? Sur cette slide, vous pouvez voir la répartition des pertes et gaspillages alimentaires en masse selon les étapes de la chaîne alimentaire en France. Donc, on voit, si on part de en haut à droite, qu'on a 32% du gaspillage qui est imputable à la production, donc au niveau du champ, 21% au niveau de la transformation, donc la transformation, c'est tout ce qui est industrie agroalimentaire, 14% au niveau de la distribution, grande et moyenne surface, et 33% au niveau de la consommation. Donc, en fait, la bonne réponse était la consommation. Donc, c'est à l'étape de consommation, que ce soit consommation au domicile ou consommation en extérieur, au restaurant ou dans des établissements de restauration collective, que l'on génère le plus de gaspillage. Et donc, ce gaspillage-là, au niveau de la consommation uniquement, j'insiste bien là-dessus, ça représente 30 kilos par personne et par an. Si maintenant on regarde au niveau de l'ensemble de la chaîne alimentaire, c'est-à-dire qu'on prend toutes ces étapes et qu'on divise la somme totale de ce gaspillage par le nombre de Français, on obtient 150 kilos par personne et par an. Donc voilà, attention, quand on donne des chiffres, est-ce qu'on parle de seulement la consommation, auquel cas on est à 30 kilos par personne par an, ou est-ce qu'on parle de l'ensemble de la chaîne alimentaire, auquel cas on est à 150 kilos par personne et par an, ce qui n'est pas du tout le même ordre de grandeur. Deuxième question, selon vous, est-ce que le compostage permet de lutter contre le gaspillage alimentaire? Donc, je vous laisse quelques secondes à peine pour réfléchir. Et puis ensuite, je vais passer à la slide suivante. Alors, la réponse est non. Le compostage ne permet pas de lutter contre le gaspillage alimentaire. Et je vais vous l'illustrer avec cette pyramide qui est donc une hiérarchisation des mesures de lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc, en premier lieu, la première chose à faire pour lutter contre le gaspillage, c'est la prévention du gaspillage, c'est-à-dire toutes les mesures qu'on va mettre en place en amont dans sa cuisine, au moment de faire ses courses, etc., pour éviter d'avoir du gaspillage. La deuxième solution, ça va être de redistribuer ces excédents. Donc, par exemple, quand on a un excédent de plat ou un reste de plat, on va pouvoir le donner à ses voisins, par exemple, le donner à une association d'aide alimentaire ou dans un frigo partagé. Par exemple, donc sur Bordeaux, un frigo zéro gaspille, il y en a 13 sur Bordeaux Métropole, ça peut être une solution. Donc, ces deux premières solutions, elles permettent de lutter directement contre le gaspillage. Pourquoi? Parce que j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, le gaspillage alimentaire, c'est toute nourriture qui était destinée à la consommation humaine qui finalement n'a pas été consommée par un humain. Donc vous voyez bien que dans ces deux premiers cas, on reste avec une consommation humaine des produits. Ensuite, si on n'a pas pu mettre en place ces étapes, en troisième solution, on va pouvoir donner ces aliments à des animaux, par exemple à des poules. On préférera toujours ça que les jeter à la poubelle. Ensuite, en quatrième solution, on va pouvoir composter. Et enfin, en dernier lieu, éliminer, donc c'est-à-dire tout simplement mettre ces déchets alimentaires à la poubelle. Et donc, passer directement aux étapes 2, c'est-à-dire le don 3 ou 4, sans passer par l'étape 1, donc, qui est la prévention du gaspillage, est un non-sens. On va maintenant un petit peu parler des causes du gaspillage alimentaire à la maison. Je suppose que la plupart d'entre vous en connaissent déjà et comme c'est quelque chose qui nous touche dans notre vie quotidienne, on a tous gaspillé dans sa vie, donc on a tous au moins une fois mis le doigt sur des causes de ce gaspillage. La première cause, ça va être tout ce qui touche au frigo. Donc typiquement, un mauvais rangement du frigo, des yaourts dont la date de péremption est proche, qu'on va mettre tout au fond du frigo et qu'on va oublier. Ça peut être aussi la mauvaise gestion de son garde-manger et frigo. Typiquement, un frigo mal entretenu qui va avoir une mauvaise hygiène, où on va avoir un développement bactérien et donc des produits qu'on ne pourra plus consommer. Le fait de ne pas couvrir ses aliments qui vont prendre un goût indésirable. Donc finalement, ces produits-là, on ne va pas les consommer, on va les jeter. Ou le fait aussi de mal régler la température de son frigo. Ensuite, une autre cause du gaspillage alimentaire, c'est tout ce qui va concerner les doublons quand on fait ses courses. Donc, on verra à la slide suivante des astuces pour éviter de se faire avoir et pour éviter d'avoir des doublons. Et enfin, une cause qui n'est pas forcément évidente, mais qui
dans la réalité est quand même très importante, c'est le manque de connaissances culinaires. Beaucoup de personnes doutent et puis n'ont pas forcément les connaissances de savoir quelle la cuisiner déjà et puis quel aliment s'accorde avec quel aliment, quel assaisonnement je peux mettre, etc. Donc, ce n'est pas exhaustif, bien sûr, mais on va dire que dans la majorité des cas, quand des personnes gaspillent à la maison, il y a au moins une de ces causes qui apparaît. Maintenant, je vais vous parler un petit peu des solutions, parce qu'il en faut des solutions. Donc, on a 8 règles d'or pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Ces règles, elles sont inspirées du livre Le guide de l'alimentation durable, s'engager pour la planète sans se prendre la tête, qui a été écrit par Aline Gubry, qui est auteure conférencière dans le domaine du développement durable, et donc qui a mis en place 8 règles pour lutter contre le gaspillage. La première règle, c'est tout simple, mais malheureusement, c'est celle que les personnes rechignent le plus à mettre en place et qui est la plus pénible à adopter, mais bon, qui fait ses preuves. C'est de prévoir les repas de la semaine et de faire une liste de courses. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ça permet de centrer sur ses envies, donc de savoir ce que nous, on a envie de manger, et puis d'éviter de se retrouver dans la semaine en disant « Tiens, j'ai envie de manger, par exemple, des lasagnes à la bolognaise, mais c'est ballot, j'ai plus de sauce tomate. » Donc bon, là, si on a prévu une liste et qu'on a acheté tous les ingrédients, normalement, ça ne devrait pas arriver. Et faire sa liste de courses, ça permet aussi tout simplement de se cantonner à sa liste de courses et d'éviter d'acheter des choses dont on n'a pas besoin. Attention, pensez à regarder son frigo avant. On en parlait tout à l'heure avec les doublons. Si on achète en double un paquet de pâtes, c'est pas très grave parce que dans la mesure où le paquet il est bien conservé, ça pourra s'utiliser pendant encore un moment. Alors que si on achète un doublon de fromage frais, par exemple, du feta, on va dire, et ben là, c'est plus embêtant parce que c'est un produit frais, il a une date de péremption plus courte. Donc, regarder son frigo avant, ça permet d'éviter ce genre de problème. Règle numéro 2, qui va peut-être vous faire sourire, mais c'est de ne pas faire ses courses le ventre vide. C'est du bon sens, tout simplement parce que quand on fait ses courses et qu'on a faim, on va être tenté d'acheter des choses dont on n'a pas besoin et de craquer sur des petites cochonneries ou des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour la santé. Donc voilà, aller faire ses courses après le petit déjeuner ou le déjeuner, ça dépend de son organisation, ça permet d'éviter ces petits craquages de dernière minute. La règle numéro 3, c'est de ne pas bouder les fruits et les légumes moches. Donc, je pense que vous avez tous remarqué que quand on va en grande et moyenne surface, les fruits et les légumes sont calibrés, c'est-à-dire qu'ils ont tous plus ou moins le même diamètre, la même forme, la même couleur. Pourquoi ? Parce que d'un côté, c'est vrai que les clients sont demandeurs de produits qui sont esthétiquement jolis, mais de l'autre, la grande distribution impose dans son cahier des charges des critères très stricts à ses fournisseurs et à ses producteurs. Si bien que tout ce qui n'est pas considéré comme joli, comme cette petite courgette en forme de canard, vont partir à la poubelle, soit au niveau de la production, soit au niveau de la distribution, soit chez vous, parce qu'en fait, vous vous rendez compte que c'est pas pratique, vous n'avez pas envie de cuisiner un produit comme ça. Et ça n'a aucun sens. Pourquoi ? Parce que ces produits-là, avant tout, on les achète pour les consommer. Ils n'ont pas de moindre qualité nutritive ou gustative s'ils ne sont pas jolis. Donc ça, c'est très important. Voilà, privilégier ou ne pas bouder en tout cas les fruits et les légumes moches. Ensuite, la règle numéro 4, ne pas préférer les dates longues si ce n'est pas nécessaire. Je vais prendre un exemple parce que ça sera plus parlant. Si par exemple vous avez prévu de faire une sauce au yaourt pour manger des falafels et que vous êtes sûr que vous allez les manger ce soir, est-ce que c'est obligatoire de prendre un yaourt qui va se périmer dans une semaine ? Non. Donc, quand c'est possible, pas besoin de préférer des dates longues. Vous pouvez donc sauver un produit qui risque d'être gaspillé à la fin de la journée et donc vous faire plaisir. La règle numéro 5, c'est profiter des promotions dates courtes. Alors attention, ça rejoint un peu la règle numéro 4, mais il ne faut pas confondre ça avec les lots promotionnels de produits frais. La grande distribution a tendance à proposer des produits, par exemple de la viande, qui vont périmer le soir même.
Et donc, comme c'est un produit frais, au-delà de la date de péremption, ils ne pourront plus le vendre. Et donc, elle a tendance à proposer ces produits à prix réduit, mais en grande quantité. Donc, c'est utile si vous êtes sûr que vous allez manger toute cette quantité de steak haché, par exemple, le soir même. Dans ce cas-là, ben oui, vous faites une affaire et puis vous luttez contre le gaspillage. Mais comme généralement, c'est des grosses quantités, si vous n'êtes pas suffisamment nombreux à la maison, ou si vous n'avez pas l'appétit pour le manger, et ben là, vous risquez de gaspiller. Donc en plus, vous pensez faire une bonne affaire, ce n'est pas le cas parce que vous allez gaspiller, vous ne pourrez plus le consommer le lendemain. Puis attention aussi aux doublons, quand on voit des promotions du style acheter le deuxième offert, c'est tentant. Encore une fois, si on est sûr qu'on va les consommer, oui, mais ce sont quand même des promotions qui nous incitent à acheter plus que ce dont on a besoin. Donc attention aussi à ça. La règle numéro 6, c'est cuisiner les bonnes quantités. Ça paraît évident. Il y a beaucoup d'infographies, de documents sur Internet qui vous montrent à peu près ce que c'est la quantité de riz ou de pâtes pour une personne. C'est intéressant justement de connaître ces quantités pour pouvoir les utiliser régulièrement. Parce que sinon, quand on a fait par exemple des pâtes pour 6 personnes alors qu'en fait on n'est que 3 à la maison, si on mange ensuite des pâtes le reste de la semaine, c'est pas grave, on va pas gaspiller, mais c'est vrai que parfois ça peut être un petit peu long à écouler. Donc cuisiner les bonnes quantités, ça c'est aussi très important pour éviter du gaspillage. La règle numéro 7, c'est de congeler ou accommoder ses restes. Quand on prépare un plat en trop grande quantité, je prends l'exemple de la soupe parce que c'est le plus simple, mais il faut savoir que la majorité des produits peuvent se congeler. Et quand vous faites de la soupe en grande quantité, vous allez la congeler et la sortir du congélateur quand vous aurez envie de la consommer. Ça permet de gagner du temps et puis aussi d'éviter le gaspillage. Accommoder ses restes aussi. Quand à la fin de la semaine ou au début, ça dépend, on a des restes de plats, au lieu de les jeter, déjà c'est une perte d'argent, mais c'est aussi donc du gaspillage. Si on sait comment accommoder, ça peut être intéressant. Il suffit de connaître quelle sauce on va mettre pour un petit peu agrémenter le plat et quelques épices, etc. Et vous avez beaucoup d'applications qui permettent donc d'avoir des idées. Et encore une fois, même si elles viennent à la fin, ce sont des règles qui ne sont pas moins importantes que les précédentes. Et la dernière règle, numéro 8, c'est de déguster les plats emportés des applis anti-gaspillage. Donc, par exemple, on a l'application Phoenix qui permet d'aller chercher des produits invendus à la fin de la journée. Donc, eux, ils travaillent plutôt avec la grande et moyenne distribution, mais on a aussi d'autres applications qui travaillent plutôt avec des commerçants, boulangers, etc. Ça permet de se faire plaisir, c'est généralement économique, et puis ça permet de lutter contre le gaspillage. Je vais faire un petit focus sur les DLC versus les DDM. Donc, je vais aller assez rapidement parce que je pense que la plupart d'entre vous connaissent. Une DLC, ça veut dire date limite de consommation. C'est pour tout ce qui concerne les produits frais. Donc, typiquement, le poisson, la viande, les œufs, les produits laitiers, etc. Ces aliments, si on les consomme après la date de péremption, on a un risque pour la santé. Après, il faut faire attention. On n'a pas besoin de se fier à la lettre à ce qu'il est écrit sur les emballages. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand les fournisseurs et la grande distribution choisissent les dates de péremption, pour les produits frais, donc les DLC, ils prennent des cas extrêmes où le produit va être acheté en plein été, où la personne va mettre 3 heures avant de rentrer chez elle pour stocker l'aliment au frigo, et où le produit ou les yaourts, par exemple, vont passer 3 heures dans un coffre en plein soleil. Donc, ils vont prendre toute cette marge-là pour tout simplement ne pas avoir de soucis. Mais quand on a un produit, même en DLC, qui est dépassé de quelques jours, il faut faire confiance à ses sens. Donc déjà, on a la vue. Est-ce que l'étiquette du pot de yaourt est bombée? Auquel cas, il vaut mieux pas le consommer. Est-ce qu'à l'odeur, il y a un souci? Est-ce qu'au niveau du goût, en goûtant un petit peu, c'est correct? Voilà, donc faire confiance à ses sens et ne pas forcément prendre au pied de la lettre ce qu'on nous dit. Et deuxièmement, on a les DDM, donc date de durabilité minimale, qui, elles, sont relatives aux produits secs, les conserves, les boissons, le riz, les pâtes, etc. Et elles ne présentent aucun risque si elles sont consommées donc après la date indiquée. Vous voyez, donc il y a une différence entre les mentions imposées. Pour tout ce qui est produits frais, ça va être à consommer avant le
ou à consommer jusqu'où, alors que pour les DDM, ça va être à consommer de préférence avant le. Moi, j'ai bientôt fini. Donc, pourquoi limiter le gaspillage alimentaire? Pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça depuis tout à l'heure? On a bien sûr un enjeu environnemental qui est symbolisé donc par la planète à gauche. Tout ce qu'on gaspille, c'est autant de ressources et de gaz à effet de serre qui ont été émis pour rien au final. Des gaz à effet de serre dus au transport, des ressources avec de l'énergie, des terres agricoles, de l'eau, des intrants chimiques, etc. Donc, il y a vraiment un enjeu environnemental. Ensuite, il y a un enjeu de solidarité. Je vous disais tout à l'heure que 10 millions de tonnes de denrées sont gaspillées chaque année en France sur l'ensemble de la chaîne alimentaire. On a à peu près le même nombre de personnes, une personne sur 10 depuis la crise sanitaire, donc 10 millions de personnes environ, qui souffrent d'insécurité alimentaire. Donc d'un côté, on gaspille 10 millions de tonnes, d'un côté, on a 10 millions de personnes qui ne mangent pas à leur faim. On voit là qu'il y a un problème. Donc diminuer le gaspillage, c'est aussi un enjeu éthique, un enjeu social. Et enfin, ce qui peut nous paraître le plus motivant à titre individuel, c'est l'aspect économique. En moyenne, le gaspillage, c'est 500 € par an de pertes pour un foyer de 4 personnes. Donc, en agissant sur le gaspillage, en le réduisant drastiquement, on a donc un levier assez important pour réduire ses dépenses et faire des économies. Voilà, je peux vous proposer quelques idées de lecture sur ces sujets-là. Donc, en haut à gauche, vous avez le guide de l'alimentation durable dont on s'est servi pour réaliser cette présentation. Et puis, vous avez aussi des livres plus spécifiques, par exemple, pour en finir avec le gaspillage alimentaire, et puis les livres également de la famille Presque Zéro Déchet. Voilà, je vous remercie et je vais du coup maintenant passer la parole à Benjamin. Oui, ouais, c'est bon. Ok. J'ai juste partagé mon écran. Ok. Alors déjà, merci au Crépac en tout cas de nous avoir proposé de co-animer ce webinaire. Comme je l'avais expliqué un petit peu à Clara, nous, c'est un exercice qui est un peu spécifique pour nous parce que c'est vrai que on est habitué au final avec Zero Waste, je vais vous présenter l'association rapidement, mais à parler de zéro déchet, de gaspillage aussi. Mais c'est vrai que souvent, la notion d'alimentation durable, c'est quelque chose qu'on connaît, qu'on évoque, mais on n'a pas forcément la définition en tête. Donc ce qui s'est passé, c'est quand on a préparé cet atelier-là, tout simplement, on s'est posé la question, on s'est dit, mais est-ce qu'on va parler, comme d'habitude, de zéro déchet, de vrac, de consigne, ou est-ce qu'on va essayer peut-être d'aller plus loin, de comprendre aussi pourquoi on en arrive là? Et ce que je vais vous proposer un petit peu, c'est plutôt de remonter un petit peu en arrière pour comprendre l'alimentation durable. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Parce je pense qu'il y a des notions qu'on connaît pas forcément et pourquoi, au final, à un moment donné, avoir peut-être une consommation ou un mode de vie zéro déchet peut aussi, peut agir à ce niveau-là. Je vais aller vite sur la présentation de l'association. Hop. Donc nous, on fait partie d'une ONG nationale qui s'appelle Zero Waste France, qui existe maintenant depuis un peu plus d'une vingtaine d'années. Et nos missions premières, effectivement, sont de sensibiliser sur la réduction des déchets. Après, on s'appelle Zero Waste. On ne s'appelle pas Zero Waste parce que ça fait bien sur le papier, on s'appelle Zero Waste parce qu'effectivement, il y a deux notions. En anglais, il y a la notion de déchet, et il y a aussi la notion de gaspillage. Quand on parle de gaspillage, chez nous, c'est gaspillage alimentaire, mais aussi et surtout gaspillage des ressources naturelles. Donc là, on va plus aborder ce qu'on appelle la notion d'analyse de cycle de vie, de sac à dos écologique, d'énergie grise, c'est-à-dire vraiment toutes les matières, toute l'énergie, toute la pétrochimie, l'eau, qui vont rentrer dans la constitution des produits, ça peut être alimentaire, aussi bien que les produits manufacturés. Et ces produits-là, à un moment donné, quand on ne les consomme pas, quand on en a fini, et qu'ils vont à la poubelle, malheureusement, c'est aussi effectivement tous ces apports, toutes ces matières qui vont disparaître avec lui. C'est pas simplement le produit jeté dans la poubelle, c'est toute l'eau, les matières, les métaux qui vont l'avoir constitué, si je prends l'exemple d'un téléphone. Je vais passer vite sur les actions, je vous les laisse si vous les regardez un petit peu. Je vais donc en fait vous proposer maintenant pour lancer rapidement le sujet, la définition de l'alimentation durable que propose l'ADEME.
Je vais être honnête avec vous, clairement, je la connaissais pas il y a encore quelques jours, enfin, je m'en aperçois. L'alimentation durable, c'est l'ensemble des pratiques alimentaires qui visent à nourrir les êtres humains en qualité et en quantité suffisante. On reviendra sur ces notions, sur ces adjectifs après. Donc, aujourd'hui et demain, dans le respect de l'environnement, en étant accessible économiquement et rémunératrice sur l'ensemble de la chaîne alimentaire. Donc au final, il y a 4 notions qui sont bien différentes. Il y a la notion de qualité, de quantité, de respect de l'environnement, d'accessibilité donc pour l'acheteur et aussi, de rémunération pour le producteur. C'est tout ça quand on parle d'alimentation durable. Souvent, on a tendance à se dire: «Oui, moi, l'alimentation durable, c'est exactement, ce que je fais, c'est ce que j'achète». Maintenant la grande question, c'est effectivement, est-ce que ça répond à ces 5 critères? C'est pas si évident que ça. Je vais vous montrer maintenant en fait une série de photos. C'est comment dire? C'est une série qui a été réalisée par un photographe qui s'appelle, Peter Menzel. Je ne sais pas si vous le connaissez? Hem et en fait, il s'est attaché à prendre en photo des familles et notamment, tous les biens de consommation, toute la consommation alimentaire qu'ils achètent, qu'ils mangent, ou qu'ils sont censés manger, on va dire, parce qu'à mon avis, il doit y avoir pas mal de gaspillage, en une semaine. Ce que je vous propose dans le chat, tout simplement, c'est dans un premier temps, on va faire un petit jeu, hein, de me dire, selon vous, sur la première photo que je vous présente là, quel est le pays, concerné? Où est-ce que se trouve cette famille? Hop. Donc celle-ci, en fait, elle se passe au Groenland. Donc, on voit un régime, on va dire, pas mal carné, pas mal d'autres choses, mais ça, on en parlera ensuite. On va continuer. Celle-ci, c'était un peu plus simple. Donc, on a des C'est réponses dans le chat. Ouais, ouais, je viens de les voir. D'accord. Alors c'est pas en Chine, c'est au Japon. C'est au Japon, alors peut-être que, notamment tout ce qui est aliments de la mer peut aider. On va continuer avec une 3e, hop, pardon. Une 3e photo. Alors je pense que celle-ci, personne va se planter. Là, pour le coup, voilà, on est, parfaitement sur le cliché. Donc effectivement, on est aux États-Unis. OK, c'est bien ça. Et la dernière, pour finir. Ouais, exactement. Ça se passe en France. Je rassure aussi les personnes, le chat ne fait pas partie de l'alimentation qui sera consommée par cette famille. Hem, je vais vous poser une petite question en complément de ces photos. Parmi tous ces régimes, parmi toutes ces photos, au niveau de la consommation, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous frappe? Est-ce qu'il y a, je veux dire, des aliments, est-ce qu'il y a des produits, qui vous interpellent quand vous voyez toutes ces images-là? Ouais, les emballages. Oui, c'est intéressant. Alors après, honnêtement, je crois que la série, photo doit comporter une vingtaine de clichés, de différents endroits. À part des pays, vraiment, défavorisés, un peu partout sur la planète, on perçoit une énorme quantité d'emballage. Ce qui nous permettra de parler aussi de zéro déchet, de vrac par la suite. Mais c'est vraiment quelque chose qui est frappant. La quantité de nourriture aussi, tout à fait. Donc ça nous permet de revenir, sur la notion de gaspillage, parce que clairement, toute la nourriture ne va pas être consommée. Il y a une autre notion, qu'on va évoquer juste après. Vous ne l'avez pas souligné. Pour moi, ce qu'on va parler justement de qualité, un premier qualificatif dans la définition, c'est tout ce qui est produit transformé. Là, je vous ai affiché effectivement quelques petits graphiques qui proviennent de l'ADEME, donc de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, sur notre consommation. On s'aperçoit 52 de boissons, 48 d'aliments solides, fruits, légumes, viande. Pour information, notre consommation de viande, a été à son pic, si je dis pas de bêtises, en 90, diminue depuis, donc on est beaucoup moins, en tout cas, carnivore, que par le passé. Par contre, il y a 2 autres, phénomènes qui se produisent. On consomme de plus en plus de produits transformés, voire ultra transformés, avec l'impact sanitaire que ça a. Maintenant, il y a beaucoup comment dire, d'études qui prouvent notamment les risques de cancer qui sont liés à ce type de consommation.
Et on s'aperçoit aussi que notre mode de vie, qui est quand même aussi, on va dire, de plus en plus nomade, notamment sur comment dire, notre façon de travailler, on mange de moins en moins chez nous. Donc, il y a de la... Ouais, je sais pas, je crois qu'il y a un micro qui a dû rester ouvert. Je sais pas si on peut le couper. Euh, on consomme de plus en plus effectivement en extérieur, notamment la restauration rapide. Donc restauration rapide, bah, cela induit effectivement burger, sandwich, pizza. Mais les pizzas, burgers, sandwich, bah, ils ne sont pas tout seuls, hein. Clairement, ils sont dans des emballages plastique. Je ne reviendrai pas ce soir, même si on peut en parler, de tous les risques aussi liés à la migration du plastique dans la nourriture, avec ces, comment dire, les microparticules qu'on va ingurgiter et qui vont aussi avoir un risque sur notre santé. Mais tout ça est lié. Donc là, on vient de parler de qualité. Donc on s'aperçoit que déjà au niveau de la qualité, peut-être par rapport à il y a quelques dizaines d'années, on n'est pas sur quelque chose qui est plus qualitatif que les régimes que pouvaient connaître forcément nos ancêtres qui avaient, je pense, des produits certainement beaucoup plus sains, moins transformés, clairement, des produits qu'on qualifie de bruts. Si on évoque maintenant la quantité, je vais vous donner des rapports qui sont très intéressants et qui vont aller en complément de ce que présentait Clara tout à l'heure. Contrairement à une idée généralement reçue, bah, il s'avère qu'en fait, notre planète, en termes de surface agricole utile, est capable de nourrir, en tout cas, l'ensemble de la population mondiale. Donc, on est 7 milliards d'êtres humains. Actuellement, la planète serait capable de nourrir 1,5 fois cette population. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, comme l'a souligné Clara, c'est qu'à un moment donné, ce n'est pas un problème d'avoir assez de nourriture, c'est le problème de la répartition, et notamment bah, du gaspillage. Donc, le gaspillage provoque en grande partie bah, ce qu'on va appeler la faim, des territoires qui vont avoir peu d'accès à ces denrées, mais actuellement, malgré une population qui est toujours croissante, notre planète est capable de la nourrir. Donc ça, c'est important de le garder en tête. Si on fait un focus sur le territoire national, ben, on va s'apercevoir justement que ce qu'on appelle toujours la surface agricole utile est de 28 millions d'hectares, alors que nous, Français, avons besoin pour notre comment dire, alimentation de 26 millions d'hectares. Donc pareil, sur notre territoire national, en soi, on est capable de répondre aux besoins de chacun. Une information complémentaire qui est importante juste en dessous, c'est qu'on s'aperçoit notamment que la très grosse partie de comment dire, de cette superficie est dédiée notamment à l'élevage. Élevage à la fois pour comment dire, tout ce qui est laitage et notamment tout ce qui est viande. Donc, en quelque sorte, en jouant aussi sur les ratios, on s'aperçoit qu'on pourrait produire plus de céréales, plus de terres maraîchères, aussi pour nous nourrir. Donc, en tout cas, le potentiel est là. Donc, alimentation durable en France, au niveau quantité, c'est possible. Au niveau qualité, bah, clairement, c'est au choix individuel aussi d'agir là-dessus. Maintenant, l'autre souci, et c'est sur lequel aussi nous, associations environnementales, on questionne énormément, c'est l'impact environnemental. Euh, il y a beaucoup de documentaires qui sortent actuellement et qui reviennent effectivement sur ce qu'on appelle la révolution verte, qui est en quelque sorte le tournant qu'a pris l'industrie agricole dans les années 50-60 pour justement faire face à l'augmentation de la population et comment y faire face, avec notamment bah, l'arrivée des intrants chimiques, donc issus de la pétrochimie, le découpage des terres, notamment avoir des terres de monoculture, des surfaces de monoculture, et de plus en plus de mécanisation et, sur nos terrains, sur nos territoires nationaux et aussi international, bien évidemment. Au niveau de l'impact sur l'environnement, cela va jouer un petit peu à différents échelons. Je vous ai mis en fait les différents impacts en dessous, que ce soit sur la qualité de l'air, sur l'eau, l'énergie, le climat, la biodiversité ou les sols, que ce soit au niveau de la phase de la production,
Donc là, effectivement, avec tout ce qui peut être intrants chimiques, donc la pollution des sols qui vont affecter les nappes phréatiques, donc l'eau, les émissions de gaz à effet de serre, que ce soit simplement les tracteurs, mais surtout la production des engrais, clairement, qui émet énormément de gaz à effet de serre. Après, effectivement, la production animale, on ne reviendra pas sur la méthanisation, notamment avec les bovins. Au niveau de la transformation, bien évidemment, on va avoir aussi tout ce qui va être émissions de gaz à effet de serre, parce qu'à un moment donné, bah, il faut utiliser de l'énergie. L'énergie, suivant d'où va venir la production, ça va être du pétrole, du charbon ou du gaz, et ça va avoir un impact clairement direct sur l'environnement. Les transports, je ne vais pas plus se détailler, les commerces et la consommation, on l'a un petit peu évoqué effectivement avec la notion de gaspillage et de consommation dans les slides précédentes. Si je dois résumer ce qu'on appelle donc les externalités négatives, donc un impact sur la biodiversité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous faites de la monoculture, bah, clairement sur la faune et sur la flore, vous avez une action qui est néfaste, hein, c'est-à-dire que vous allez faire disparaître certaines espèces, vous allez éviter effectivement, enfin réduire tout le cycle de pollinisation, donc des impacts conséquents. Les émissions de gaz à effet de serre, on l'a évoqué, la consommation de ressources, donc à un moment donné, derrière, bah, c'est de l'eau, c'est du pétrole, parce que là, on parle d'industrie pétrochimique, et effectivement, la pollution de l'eau avec les nappes phréatiques qui vont se retrouver touchées, la pollution des sols, notamment, on parle énormément de sols morts actuellement qui n'arrivent plus à se renouveler, et la pollution de l'air. Je vous ai mis, je vais la mettre dans le chat après, une petite vidéo qui est assez intéressante, qui est paru sur Arte il y a 1 an ou 2, notamment, c'est sur les méga-fermes en Espagne, où là, clairement, on prend aussi conscience de ce que ça veut dire agriculture intensive, notamment en serre. Là, je crois que c'est des concombres, si je dis pas de bêtises. Mais la vidéo dure 2 minutes. On n'est pas bien après. Clairement, ça fait mal. Maintenant, on va évoquer effectivement quelque chose qui est un petit peu clivant, à savoir, au final, l'accessibilité des produits et la rémunération des producteurs. Je vous ai mis un petit graphique en haut à gauche, notamment sur la part dédiée à l'alimentation dans le budget des Français, l'évolution en 50 ans. On s'aperçoit, c'est le pourcentage qui est intéressant, hein, c'est pas le montant. Le pourcentage dédié à l'alimentation dans les années 60 était de 35%. Plus d'un tiers de nos budgets était dédié à acheter de la nourriture, à se restaurer. En 2014, on est passé à 20%. Donc de un quart, on est passé à un cinquième de nos budgets. Ça veut dire en quelque sorte ça veut dire concrètement que l'alimentation est devenue de plus en plus accessible. Alors après, quel type de produit est devenu de plus en plus accessible? Ça, c'est une autre question. Je ne peux pas le développer là. Est-ce que ce sont effectivement les produits de la grande distribution, les produits transformés? Est-ce que ce sont, on va dire, les produits légumes, fruits qui viennent de l'autre bout du monde? Ça nécessiterait effectivement un webinaire dédié entièrement à ce sujet. Le pendant, par contre, là, ça questionne aussi énormément. En tout cas, sur le territoire national, donc en France, on s'aperçoit par contre que 18% des agriculteurs vivent sous le seuil de pauvreté. La moyenne nationale, si je ne dis pas de bêtises, c'est 12% de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Les agriculteurs sont au-dessus, clairement, de la moyenne nationale. Donc ça pose la question de la rémunération des producteurs sur le modèle de l'agriculture intensive, hein, soyons très clairs, financé avec la politique agricole commune. Donc on en entend parler, mais voilà, à un moment donné, il y a quand même des faits qui sont inquiétants. Un agriculteur sur 5 est obligé de compenser son activité d'éleveur ou d'agriculteur avec une autre activité pour justement arriver à financer ses fins de mois. Et un chiffre tout aussi affolant, on s'aperçoit qu'il y avait 1,6 million d'agriculteurs en 1982, on est maintenant à 400 000. Un quart des agriculteurs par rapport à ce qu'il y avait il y a 40 ans. Alors, moins d'agriculteurs et moins de surface. Alors, les surfaces, c'est pas
comment dire, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de grandes surfaces et de grands producteurs. Et effectivement, j'ai pas la donnée sous les yeux, mais il y a un énorme écart entre les agriculteurs les plus riches et les plus pauvres. Je crois qu'on a un delta de x5 en termes de rémunération entre les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres, alors que sur le reste des rémunérations en France, on est généralement sur un écart à x3. Donc, il y a une très, très grande diversité d'exploitations. Les grandes exploitations sont dans le nord de la France. Les exploitations les plus pauvres sont généralement dans le sud et je crois que sud-est, si je ne dis pas de bêtises. Si on doit faire un constat effectivement sur les 5 notions qu'on vient d'évoquer, donc on a parlé de qualité, de quantité, d'impact sur l'environnement, de rémunération des producteurs et d'accessibilité des produits, on s'aperçoit qu'actuellement le modèle qu'on a d'agriculture intensive, de monoculture, c'est pas qu'en France, hein, clairement c'est mondial, a des impacts directs sur notre environnement, puisque 24% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial sont générées par l'agriculture, hein, sur toute la chaîne de la plantation à l'assiette. Que malheureusement, l'agriculture est aussi une des causes principales de l'érosion des sols et de la perte de biodiversité. Donc, c'est vrai que souvent, on a tendance à opposer réchauffement climatique et biodiversité. Quand je dis opposer, c'est en fait de séparer les deux sujets. Et là, clairement, l'agriculture, on est sur les deux. Émissions de gaz à effet de serre, perte de biodiversité. Le problème est commun sur un modèle qui est à bout de souffle. Et si on doit faire un focus France, effectivement, on s'aperçoit que malheureusement, et on a souvent des exemples quand on lit la presse régionale, appauvrissement des sols, des pollutions aussi au niveau des nappes phréatiques, avec justement certaines régions qui ne peuvent plus consommer l'eau du robinet parce qu'il y a une pollution effectivement des nappes phréatiques, ou pas des eaux profondes, mais des nappes phréatiques, pardon. Et effectivement, on revient sur la notion de gaspillage alimentaire avec 10 millions de tonnes perdues, gaspillées chaque année en France. Donc là, on parle de la notion de quantité, hein, et de la répartition, et notamment l'aspect sanitaire, là, sur le qualitatif, avec toutes les maladies que ça peut provoquer derrière chez les consommateurs. En faisant, comment dire, ce constat-là, la question s'est posée de se dire: «Bon, est-ce qu'il y a quelques conseils, on va dire, à peu près positifs qu'on pourrait retrouver?» Et effectivement, il y a souvent des thématiques qui revenaient souvent. Pour le gaspillage, donc acheter seulement ce dont on a besoin, hein, ce qui est une évidence, ce qui va nous permettre aussi d'avancer sur un des axes du zéro déchet par la suite. Manger régulièrement végétarien, donc bon, là, on s'aperçoit que c'est par rapport à l'agriculture intensive, la méthanisation, la monoculture, avec les risques que ça va avoir sur comment dire, les émissions de gaz à effet de serre. Acheter des produits de saison et régionaux pour différentes raisons. D'une part, l'énergie que ça va nécessiter quand on fait venir des produits de l'autre bout du monde, et aussi les risques sur la biodiversité. Donc ça, c'est deux phénomènes liés. Choisir des produits labellisés, durables, là, clairement, Clara l'a souligné, on le dit toujours, nous en tout cas chez Zero Waste, attention avec la notion de bio. C'est pas parce que vous achetez quelque chose de bio que clairement l'impact sur l'environnement ne sera pas neutre. Si demain j'achète, je prends toujours un exemple un peu extrême, mais une huile essentielle de rose qui vient d'Afrique du Sud, déjà il y aura toute l'énergie pour le transport, mais il y aura aussi surtout le fait de consommer un produit qui va nécessiter énormément de production de rose en l'occurrence, pour un résultat final très, très, très infime. Je ne sais plus, je crois que pour une petite fiole d'huile essentielle de rose qui va venir de l'autre bout du monde, on va avoir besoin de 2000 ou 3000 kilos de pétales. Donc il y a toujours cette logique de se dire, bon, c'est pas parce que je consomme quelque chose de bio que mon empreinte est vertueuse derrière. Donc avoir bien ça en tête. Et réduire la consommation de produits transformés, là on rejoint effectivement donc tous les aspects sanitaires qu'on a pu un peu découvrir sur les slides précédentes. En continuant cette logique-là, du coup, on s'est dit, tiens, on va isoler deux sujets qui, pour le coup, font écho clairement à nous, nos notions de zéro déchet, que sont donc acheter seulement dont on a besoin et acheter des produits de saison et régionaux.
Pour la petite histoire, dans la présentation qu'on vous enverra aussi derrière, vous avez une étude sur justement tous les labels qui a été réalisée par Greenpeace et WWF, et vous verrez effectivement une critique assez acerbe de certains labels, et donc de savoir un petit peu comment acheter, à qui se fier. Donc ça, vous pourrez la consulter. Pour revenir effectivement sur acheter ce dont on a besoin, nous, en zéro déchet, qui consiste en priorité à réduire nos déchets, donc à réduire pour le coup, sur l'alimentation, ce qu'on va gaspiller ou ce qui va être effectivement devenir des biodéchets. L'idée, c'est de prendre la juste dose. Je vous ai fait un petit comparatif entre notamment ce que vous pouvez trouver en grande surface et dans une consommation vrac. Quand je dis grande surface, pardon, c'est emballé, c'est pas qu'en grande surface, hein, mais par rapport à la consommation vrac, effectivement, sur de l'emballé, je ne peux pas choisir la quantité de produit. Clara l'a très bien évoqué tout à l'heure, je ne vais pas revenir dessus. Les matériaux des emballages me sont imposés. Effectivement, à un moment donné, quand on sait qu'un tiers du volume de notre poubelle est représenté, enfin plus d'un tiers, par des emballages plastiques, quand je vais faire mes courses et qu'on me dit, bon, bah, mon kilo de pâtes, il sera forcément dans de l'emballage plastique, clairement, je n'ai pas de choix. J'achète un produit, un emballage, je paye l'emballage, je ne l'ai pas souhaité. Heu, la prochaine phrase, elle est assez vraie. Souvent, il y a trop de choix. Alors le choix, c'est bien, bien évidemment, mais c'est vrai que dans les grandes surfaces, on s'aperçoit qu'il y a aussi un essoufflement quand on va faire ses courses, de se dire: «Bon, bah, à un moment donné, qu'est-ce que je dois prendre? Il y a 15 fois le même produit. Au final, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon?» Il y a une certaine frustration, il y a une certaine, fatigue de consommation qui peut se créer, que généralement dans le vrac, on ne va pas rencontrer parce qu'à un moment donné, bah, on ne peut pas proposer une offre similaire dans des produits vrac, engagés. J'insiste sur le terme engagé pour des boutiques vrac. Elles ne le sont pas toutes. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, quand on fait le choix de circuits courts, on va pas pouvoir proposer, je dis n'importe quoi, 5, enfin plus de 20 heu, biscuits identiques, 20 marques de cookies, c'est pas possible. Et effectivement, donc comme on l'a évoqué précédemment, bah, à un moment donné, le fait de se retrouver dans le temple de la consommation, je caricature volontairement, ça peut aussi générer des achats compulsifs qui n'étaient pas prévus initialement. Bah, qu'est-ce que ça fait au final? Bah, conclusion, on s'aperçoit souvent que dans nos habitations, dans la cuisine, parce qu'on parle d'alimentation, mais après c'est très vrai pour le reste de la maison, notamment la salle de bain, on se retrouve avec des quantités pas possibles d'emballage. Alors oui, on pourra me dire: «Oui, mais elles vont finir, derrière au tri». Pour rappel, enfin trier ne veut pas dire recycler. Les emballages plastiques, une infime partie, sera recyclée et encore, ça ne redeviendra jamais des emballages plastiques. On parle d'emballage. Effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que produire des emballages, ça a des conséquences, sur notre environnement puisqu'effectivement 8 des empreintes des émissions de gaz à effet de serre sont aussi dues à la pétrochimie et à la réalisation de tous ces emballages. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça représente pour chaque consommateur, pour chaque habitant? Bah, par an, c'est quand même 65 kilos de déchets qu'on n'a pas forcément souhaités et qui vont remplir effectivement, nos poubelles. Hem, je vais vous parler un petit peu aussi d'une notion qui est, en lien direct avec le vrac. Quand on souhaite effectivement choisir, la quantité de produits qu'on utilise, souvent on va faire, comment dire? Appel aussi à la notion de consigne. Est-ce que quelqu'un, sait me dire la différence entre consigne pour réemploi et consigne pour recyclage? La consigne, pour réemploi, c'est la consigne comme on la connaît nous historiquement en France. C'est, la petite bouteille de lait qui va vous être versée, enfin déposée chez vous, devant la porte tous les matins, que vous remettez, le soir vide et qui va ensuite être nettoyée, re-remplie. Ça, c'est ce qu'on appelle la consigne pour réemploi. Il y a une notion beaucoup plus vicieuse qui s'est glissée un peu dans l'espace médiatique, ces 2 dernières années, c'est la consigne pour recyclage.
C'est des pratiques qu'on peut avoir notamment en Allemagne, où en quelque sorte, vous avez des bouteilles plastiques et on vous dit: «Ah bah, votre bouteille plastique, si vous la, rendez dans un distributeur, on vous redonnera, de l'argent. On vous redonnera, 5 centimes par emballage». Mais du coup, ça incite les gens à redonner leur bouteille plastique. Ce qu'il faut savoir, c'est que la consigne pour recyclage ne veut pas dire que la bouteille plastique, va à nouveau, resservir en tant que bouteille plastique. Non, le plastique va être recyclé, mais dans une grande partie des cas, dans une grande majorité, va donner un autre produit qui va être ce qu'on appelle du downcycling. À savoir que, bah, le plastique n'a plus toutes ses propriétés, le plastique neuf, donc il va faire un produit, mais en quelque sorte avec une matière de moindre qualité. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le downcycling ou le décyclage en français. La consigne, elle se développe de plus en plus à nouveau, que ce soit pour différents types de produits, hein, là je vous en ai listé pas mal, que ce soit pour la restauration, hein, notamment tout ce qui est café, hôtel, bar, a toujours gardé cette pratique-là, notamment avec les bières. Il y a beaucoup de bières qui sont consignées quand vous allez dans des bars, enfin des bouteilles. Mais vous l'avez de plus en plus effectivement dans les épiceries, dans la distribution, où là, vous pouvez venir avec vos différents contenants, les faire tarer, vous servir, on vous pèse effectivement, enfin vous payez le juste prix et vous repartez avec. Vous pouvez aussi prendre un produit, je dis n'importe quoi, euh, une bouteille d'huile d'olive, vous payez un prix de consigne de peut-être 2 euros la bouteille en verre, et puis quand vous avez fini votre bouteille d'huile d'olive, vous la ramenez à la boutique et on vous décaisse les 2 euros. Clairement, ça a un impact sur les émissions de gaz à effet de serre du contenant, puisque vous ne refabriquez pas un contenant à chaque fois, mais aussi indirectement sur l'alimentation, parce que bon, là, on est sur la logique de vrac. Si à un moment donné, quand vous arrivez avec votre propre contenant, vous voulez vous faire servir que la moitié de votre bouteille d'huile d'olive, c'est possible. Et on va aborder comment dire, la dernière notion qui est liée vraiment à l'alimentation et au zéro déchet, c'est les circuits courts. Les circuits courts, clairement, plusieurs avantages. À un moment donné, donc circuit court, je crois, si je ne dis pas de bêtises, la distance est 200 km. Au-delà de 200 km, on ne peut plus parler de circuit court. Après aussi, il y a d'autres choses qui viennent se mêler à cette notion-là. Un circuit court, il ne peut y avoir qu'un seul intermédiaire entre le producteur et comment dire, le distributeur ou le consommateur. Donc un nombre d'intermédiaires réduit. L'avantage des circuits courts sur le reste de nos modes de consommation, de distribution, c'est effectivement, moins il y a de distance, plus effectivement on est censé attendre que les produits soient moins emballés. Ils ne nécessitent pas d'être suremballés pour un transport en bateau, pour un transport en avion. Là, les intermédiaires sont réduits, ce qui fait qu'on peut avoir des produits qui vont ne plus être forcément sous blister plastique. Il faut savoir que quand on parle aussi d'emballage, ce n'est pas emballage qu'à destination des consommateurs, c'est aussi les emballages en amont. Donc à un moment donné, comment dire, quand, je dis n'importe quoi, une épicerie vrac, va se fournir, peut-être de certains produits, de légumes ou autres, toutes les cagettes, peuvent être consignées pour le producteur. Donc ça veut dire que il y a éviter les emballages au niveau de nous, consommateurs, mais aussi en amont, où on se dit que le producteur ne va pas à chaque fois refournir une nouvelle cagette à l'épicerie vrac derrière, et donc générer de nombreux déchets. Donc ça, clairement, ça a un impact aussi sur l'environnement, puisqu'on ne fabrique pas de nouveaux emballages à chaque fois. Heu et au niveau du gaspillage, clairement, quand on est sur ces logiques de circuits courts, on le voit souvent quand on va au marché, quand, l'étalage qui est en face de vous, la personne qui est en face de vous est également le producteur ou juste un intermédiaire, vous pouvez discuter avec lui. Vous pouvez savoir qui vous avez en face, d'où vient la production, comment ça a été fait. Et clairement, quand vous avez des produits non calibrés, on l'accepte beaucoup plus facilement. Je veux dire, on ne se dit pas, il y a eu un problème sur toute la chaîne alimentaire. Non, c'est simplement que bon, la tomate, la pomme de terre, elle a un petit défaut, mais on sait comment elle a été produite. C'est pas pour autant qu'elle ne sera pas bonne et on accepte plus facilement de l'acheter, de la consommer et donc de réduire effectivement le gaspillage derrière. Toujours dans ce document-là, je vous propose effectivement une petite infographie qui vous fait la différence
entre l'agriculture conventionnelle, donc intensive, et effectivement l'agriculture plus raisonnée, ou ce qu'on va aussi appeler dans ce cadre-là l'agroécologie. Comme ça, vous pourrez voir effectivement toutes ces notions-là. Pour aller plus loin, effectivement, sur toutes ces notions-là et sur le zéro déchet, je vous ai donné quelques outils. Notamment, si vous êtes curieux, vous pouvez aller voir un moteur de recherche, un petit moteur qui s'appelle Crater, qui vous permet de connaître la résilience alimentaire des territoires. Donc, c'est tout un tas de données qui vont s'accumuler et qui nous permettent de comprendre, effectivement, par département, si effectivement on est capable de faire face à l'enjeu de l'alimentation sur nos territoires ou non, et quels sont effectivement les freins et les leviers d'action. Sur le vrac, je ne sais pas si vous le connaissez, il y a un groupement d'achat qui s'appelle VRAC, s'appelle VRAC tout simplement. Je crois qu'il est à Bastide sur Bordeaux, et qui permet effectivement de faire un peu sur le même système qu'une AMAP, mais en plus avec la logique un peu de zéro déchet derrière. Si vous êtes intéressé aussi par toutes ces notions, on va dire, d'épicerie vrac, de zéro déchet, le réseau vrac a pas mal d'informations, de données sur leur site, notamment sur le développement de la filière, puisque là, elle est quand même en plein accroissement. Donc, il y a beaucoup d'informations chiffrées dessus et des exemples, des études de cas de différents acteurs des territoires. Sur notre territoire aussi, je vous ai un peu listé les 4 grands acteurs de la consigne. Donc, vous avez la consigne bordelaise et Pic Vert qui agissent plus sur les bouteilles verres, les contenants. L'US Environnement qui est à une échelle industrielle qui va se lancer dans les semaines ou les mois qui arrivent, vraiment au niveau de la filière, notamment viticole. Donc là, on est vraiment sur quelque chose d'ambitieux et d'envergure. Et Box City, qui se distingue un petit peu, je ne sais pas si vous les connaissez, Box City, eux, ils œuvrent beaucoup plus sur la consigne, mais au niveau de la restauration, pardon. Donc, c'est proposer aux restaurateurs et à la restauration collective de servir les denrées dans des bocaux en verre qui seront lavés ensuite et qui vont resservir derrière. Donc là, c'est vraiment pour lutter contre les dérives de la restauration rapide et les problèmes de la restauration collective qui génèrent des quantités astronomiques d'emballage carton et surtout plastique lors des repas. Des petites associations qui vont aussi œuvrer un peu sur ces thématiques-là. Alors là, il n'y a pas les noms, mais la petite plante, si je ne dis pas de bêtises, c'est les incroyables comestibles, qui réfléchit justement sur, on va dire, un peu plus l'agriculture urbaine. Il y a une antenne sur Bordeaux, et j'ai mis à titre d'exemple aussi Terre d'Adèle, qui est située à Pessac, qui œuvre sur effectivement les notions de permaculture, d'alimentation durable, de zéro déchet, donc vraiment qui va être un petit peu sur ces 3 thèmes-là. Et pour continuer dans les ressources, avec Zero Waste France, effectivement, on développe une carte qui va lister un petit peu sur l'ensemble du territoire national, mais vous pouvez zoomer sur Bordeaux, toutes les solutions qui vont se rapprocher des démarches zéro déchet, que ce soit des composteurs, que ce soit les épiceries vrac, que ce soit les magasins qui proposent de la consigne. Donc, vous avez le lien là qui s'affichera, mais c'est essayer de recenser tous ces acteurs qui peuvent vous aider au quotidien. Les solutions anti-gaspi, là, on a parlé, Too Good To Go, Phoenix notamment. Je vous ai listé, c'est pas exhaustif, des épiceries vrac. J'ai les shops zéro déchet, Tista, Au Petit Pois. Et soyons chauvins, mais La Recharge, pour petite histoire, qui se situe en plein centre-ville, et la première épicerie vrac qui s'est constituée de mémoire en France, et c'était en 2014. Si vous êtes intéressé sur toutes les thématiques alimentation durable, résilience, je vous conseille l'infographie de Les Greniers d'Abondance, qui est très complète et qui se lit très facilement, mais pour le coup qui est vraiment intéressante. Et je souhaitais aussi associer vraiment aussi la notion d'épicerie solidaire. L'épicerie solidaire, ce ne sont pas forcément des épiceries vrac, mais ce sont des épiceries généralement qui proposent des circuits courts, enfin qui essayent, et pour le coup qui vont aussi rentrer sur la notion d'accessibilité des produits. Donc c'est vrai qu'on parle d'environnement, et là on va aussi parler effectivement de coût des produits et comment le proposer au plus grand nombre. Moi, je vais m'arrêter là, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, j'arrive à la fin de la présentation. Si vous souhaitez effectivement qu'on aborde un peu plus la notion de zéro déchet ou si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Alors, j'ai vu qu'il y avait 2 questions dans le chat. La première, donc sur le premier thème, je suppose que c'est donc sur la partie gaspillage alimentaire. Que font les supermarchés de leur surplus alimentaire? Donc, je vais y répondre du coup, vu que c'est plutôt, c'est plutôt moi qui en ai parlé. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2018, avec la loi Garot, G-A-R-O-T, les grandes surfaces qui font plus de 400 mètres carrés ont l'obligation de signer une convention de don avec une association habilitée à l'aide alimentaire. C'est-à-dire que de manière hebdomadaire, les associations viennent avec leurs camions et récupèrent les invendus des grandes surfaces. Donc on pourrait se dire que c'est bien et on a raison, c'est bien. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'intérêt premier donc de la grande et moyenne distribution qui fait ce don, c'est d'être défiscalisé. Donc, bien sûr, il y a des gens bien dans ces domaines-là, mais après, il ne faut pas oublier voilà, qu'il y a un intérêt financier derrière et que ça n'empêche pas non plus qu'il y ait d'autres produits qui soient gaspillés. En tout cas, aujourd'hui, la plupart de ces grandes et moyennes surfaces qui sont assez importantes, 400 mètres carrés, elles ont leur association d'aide alimentaire, vu que c'est dans la loi, qui vient collecter leurs invendus. Voilà, je pense avoir répondu à la question. Vous pouvez prendre la parole si vous voulez des précisions complémentaires. Il y a une deuxième question qui est plus pour toi, Benjamin, je pense. Ouais, alors Moins je l'avais un d'agri... petit peu évoqué, Ah, oui. effectivement. J'ai pas forcément les données, hein, très clairement. Alors, moins d'agriculteurs, oui, ça, effectivement, c'est ce qu'on a dit. Moins de surface. Alors, pour moi, les surfaces agricoles, je peux me tromper, hein, elles n'ont pas diminué, sauf erreur vraiment de ma part. Bon, la diversité, effectivement, de la production, ça, c'est totalement autre chose. Le nombre d'exploitations, effectivement, a diminué, mais on se retrouve, effectivement, avec un gros clivage entre petite exploitation et très grande exploitation, effectivement, dans le nord de la France, où on est vraiment sur des énormes domaines d'exploitation. Mais je ne crois pas que le nombre de surfaces ait diminué. Mais je vais m'enseigner, je peux dire de bêtises quand même, je crois pas. Alors, c'était les 2 seules questions qu'il y avait dans le chat. Est-ce que d'autres personnes ont des questions? Vous pouvez prendre la parole. Ça peut être aussi pour des remarques, pour ce que vous en avez pensé. Si vous voyez des endroits où on peut s'améliorer, on est preneur. Donc, allez-y, n'hésitez pas à prendre la parole. Ce sera avec plaisir. Webinaire intéressant. Ok, merci. Ça fait plaisir. Non, enfin, moi, j'ai une petite question, c'est vraiment par curiosité, parce que pour le coup, c'est vrai que ça nous a. Enfin, moi, ça m'a un peu challengé. Est-ce que l'alimentation durable, est-ce qu'il y a des personnes qui ont découvert quelque chose dans cette définition, effectivement, d'avoir toutes ces notions, notamment de qualité, de quantité, pour nourrir l'ensemble de la population? Parce que la notion de qualité, au final, je suis pas sûr que grand monde s'en soucie, quand on voit les régimes et qu'on a actuellement, malheureusement. Oui, si, la notion de qualité, c'est quelque chose d'important, je trouve aussi. Ah ouais, non, je suis entièrement d'accord avec vous, mais c'est vrai que souvent on entend parler de l'impact sur l'environnement, on entend parler effectivement qu'il n'y a pas assez de quantité, mais c'est vrai que sur l'alimentation durable, j'ai l'impression qu'on ne mentionne pas forcément ce côté, attention à l'alimentation transformée, j'ai l'impression que c'est pas forcément quelque chose qui soucie énormément les gens. Bon, moi je vais avoir une opinion un peu déformée vu que je suis déjà dans une AMAP. Donc c'est vrai que je suis pas, j'ai déjà une démarche en fait. Donc effectivement, oui, moi la qualité de l'alimentation est très très importante. Mais après pour les personnes lambda, je sais pas. Peut-être aux autres participants de donner leur avis. Je sais pas ça entend. Oui, moi j'ai du mal à imaginer l'alimentation durable avec la qualité et des produits transformés. Pour moi, ça va pas ensemble. Mais moi, la réflexion qui s'est faite, effectivement, quand on a travaillé dessus, c'est de se dire, on peut souhaiter, nous, en tant que consommateurs, une alimentation durable, mais le modèle qu'on nous propose actuellement, en fait, ne répond pas, effectivement, à ces notions de qualité, parce qu'on s'aperçoit qu'effectivement, on est de plus en plus sur des produits transformés. C'est pour ça que la série photo était intéressante. On constate, effectivement, on est de plus en plus sur des choses suremballées, surtransformées. Et donc, on répond à beaucoup de choses. Donc on répond à la quantité, on répond à l'accessibilité. La rémunération, il y a un vrai souci, on s'aperçoit, en tout cas, nous, au niveau sur le territoire national. L'impact sur
environnement, donc là, on s'aperçoit qu'on est dans le rouge totalement. Mais sur la qualité, c'est vrai que pour l'instant, plus ça va, plus on continue à manger de plus en plus transformé au final. Et là, comment dire, c'est une démarche croissante là-dessus. On ne fait pas marche arrière, en tout cas. On mange de plus en plus transformé pour ceux qui le veulent, ou qui le souhaitent, ou qui ne peuvent pas faire autrement. Hum. C'est plus comme ça, mais après, on a tous le choix. Et aujourd'hui, on a quand même beaucoup de possibilités de pouvoir manger de la qualité autour de chez nous, sans forcément mettre les pieds dans les supermarchés. Oui, je suis d'accord avec vous là-dessus, mais ce que je veux dire, c'est qu'après, si on prend effectivement toutes ces études-là, on a le choix, mais on s'aperçoit que c'est pas une dynamique à Non, l'œuvre. on est d'accord. Ouais, c'est ça que je trouve inquiétant. Ouais, Mm. ouais, ouais. Bonsoir, merci pour le webinaire. Moi, j'ai l'impression que sur cette définition de l'alimentation durable, justement, en fait, on prend les quatre piliers que vous mentionnez, mais un peu chacun de son côté sans le mettre ensemble avec les autres. Et c'est là que cette notion d'alimentation durable, elle est intéressante, c'est qu'elle regroupe les quatre autour de cette même notion qu'en fait, durable, ça inclut tout ça, c'est pas juste un aspect ou un autre. Parce qu'on voit aussi beaucoup de produits qui sont en théorie très bons pour la santé, mais qui vont être complètement emballés ou qui viennent de l'autre bout du monde. J'ai l'impression que souvent on privilégie un côté et que du coup on néglige les autres. Et c'est vrai que c'est parfois dur de s'y retrouver. Oui, vous avez tout à fait raison. On manque d'épicerie en vrac avec un choix complet de produits, alimentation ou non. Ouais, et je vais même compléter par rapport à ce que dit Aurélie dans le chat. Il faut être vigilant aussi sur les épiceries vrac. Alors même si nous, on les accompagne, on fait la promotion, il y a aussi, comme partout, des abus. On en a beaucoup entendu parler. Tout simplement des personnes qui achetaient emballés et qui versaient les sachets dans les silos. Là, clairement, on est aussi sur une dérive. Ce qui est important pour les épiceries vrac, le travail essentiel, c'est pas forcément de se faire labelliser bio, c'est tout le sourcing, notamment sur la proximité, les circuits courts. Ce sont les circuits courts ou des centrales d'achat vrac qui vont leur permettre effectivement de respecter un peu ce cahier des charges et la promesse qui est faite aux consommateurs. J'avais une question par rapport à ce qui vient d'être dit, par rapport aux épiceries vrac qui abusent, par exemple. Comment on fait pour repérer justement celles qui sont potentiellement un peu borderline, on va dire. Il y a pas forcément d'astuces ou autre. Après, très clairement, si on veut vérifier, généralement, on va voir les poubelles derrière, quoi. On va voir un petit peu ce qui se cache. Mais généralement, dans les Faux. épiceries vrac, tout simplement, l'approvisionnement se fait sous les silos. Enfin, vous avez généralement toujours un petit peu de stock qui est à côté. Donc, ça vous permet aussi un petit peu de savoir. Et après, vous avez surtout les silos, normalement, l'origine du produit. Vous avez donc le Oui. producteur, vous avez le numéro de lot. Avec ça, ça vous permet un petit peu de sourcer, donc d'essayer de comprendre quel est le fournisseur. Et justement, vous pouvez assez facilement derrière avoir accès au catalogue d'achat des fournisseurs et savoir le type de quantité qu'il propose. Ok, d'accord. Super, merci. Une dernière personne peut-être, et pardon Benjamin, je t'ai coupé, tu voulais Non, je dire regardais quelque la chose. question dans le chat, enfin la remarque dans le chat, effectivement, attention, bio et local, c'est important. Oui, voilà, mais c'est... Ah oui, j'avais pas vu, oui, tout à fait. Je vous conseille, si ça vous intéresse aussi, un site qui s'appelle Écotable. Alors, c'est plus à destination des restaurateurs à la base, mais ils ont tout un tas de podcasts sur l'alimentation. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup souvent d'agriculteurs, de producteurs qui s'expriment dessus et qui disent le plus important au final, c'est forcément bio, parce qu'il y a tellement de labels bio, on s'y perd un petit peu. C'est simplement de connaître le producteur. Donc, c'est là où, en quelque sorte, les circuits courts, mais vraiment être sélectif par rapport aux circuits courts, sont importants. Et les AMAP, je pense que la personne, c'était Magali, si je ne dis pas de bêtises, pour en parler. Quand on peut parler avec la personne qui est en face, clairement, on sait comment est produit l'aliment. Donc, c'est là où on est sûr qu'au niveau des intrants et au niveau de la production, le risque est moindre. Si on consomme des noix de cajou, elles viendront forcément en sachet plastique. Oui, dans la mesure où les noix de cajou, si je dis pas de bêtises, Benjamin, c'est produit uniquement, enfin c'est pas produit en France, c'est uniquement en Asie ou en Afrique. Ce qui est sûr, c'est que même si on les achète en vrac,
dans un magasin vrac, elles viendront de l'autre bout du monde dans un sachet plastique, enfin dans un contenant qui est sûrement en plastique. Après, l'avantage du coup, c'est que ça reste moins de déchets. Si on compare ça à X petits sachets de plastique donc vendus individuellement en grande surface. L'avantage du vrac, c'est que là, on va pouvoir vraiment prendre la quantité qu'on veut sans plastique. Et donc, au final, pour nourrir un grand nombre de personnes, on aura eu besoin d'un grand contenant. C'est comme ça que je le vois. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Non, je Benjamin. suis d'accord avec toi. C'est vrai que de toute façon, l'origine des produits est toujours mentionnée. C'est vrai que quand on voit notre cajou, on sait très bien que ça va venir de Turquie ou plus loin. Mm. Il y a des épiceries vrac. Et là, en fait, je fais vraiment la différence entre épicerie vrac et par exemple Biocoop qui a proposé toutes les denrées venant d'un peu partout. Certaines épiceries vrac, je pense à la Recharge, ont fait le choix de proposer vraiment du local. Donc, c'est-à-dire que normalement, vous n'avez pas, à moins qu'ils aient évolué ces derniers mois, de produits qui vont venir de l'autre bout du monde, parce qu'ils ont fait cette logique de dire on veut du vrac, on veut des produits avec le minimum d'emballage, c'est pas pour les faire venir de l'autre bout du monde, conditionnés, on préfère justement la carte du locavore. On a une autre question. Quelle réduction de quantité de plastique réduite? Donc là, j'imagine que vous parlez par rapport donc à l'exemple des noix de cajou. À ma connaissance, je ne connais pas en tout cas d'études qui montrent combien de plastique on évite en achetant en vrac par rapport à l'achat dans des sachets individuels, par exemple. Mais ce qui est sûr, c'est que cette réduction, elle est importante. Après, vous donner un chiffre précis, ça, je ne saurais pas vous dire. Est-ce que toi, Benjamin, tu as une idée de combien de plastique on évite en achetant en Non, vrac? là-dessus, en plus, ça va dépendre de l'emballage. C'est pas possible de vous donner un élément comme ça. Honnêtement, ce qui va être le plus important, clairement, dans ce cas-là, c'est le transport. Ce ne sera pas forcément l'emballage en lui-même. Donc, c'est là où on questionne aussi le bio. Le bio qui vient les avocats du Pérou, du Chili, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, vont être beaucoup plus nocifs, pas parce qu'ils sont emballés, mais surtout pour le transport qu'ils auront généré. Donc, je pense que c'est plus là la question qui va se poser dans ce cadre-là. Il y a aussi un autre paramètre à prendre en compte, c'est que quand on emballe les denrées dans du plastique de façon industrielle, c'est-à-dire par portion individuelle, on voit la partie de plastique qui est consommée et jetée qu'on a à la maison. On ne voit pas tout ce qu'il y a avant dans l'industrie. C'est-à-dire que dans les process de fabrication, il y a une quantité phénoménale de plastique qui est jetée parce que ça ne convient pas, parce qu'il y a un problème de process. Ça, c'est la partie immergée de l'iceberg qu'on ne voit pas et je pense qu'on n'est pas loin du résultat du plastique qui est ensuite transmis au consommateur. Quel atelier peut-on vous proposer? Si c'est sur le mode de vie zéro déchet, il y a beaucoup de choses. C'est vrai que là, en plus, alors je ne sais pas si vous êtes sur Bordeaux, mais toute cette semaine, effectivement, il y a ce qu'on appelle le festival Zéro déchet, zéro gaspille, proposé par la métropole. Je crois qu'il y a plus de 150 ou 200 actions qui ont lieu au cours de la semaine. Je vais essayer de retrouver juste le programme en même temps, comme ça je vais vous l'envoyer. Mais là, c'est vrai que vous allez pouvoir toucher à tout, à la fois sur l'éco-consommation, sur la réalisation de produits ménagers, sur aussi tout le volet, on va dire, un peu plus compostage, réparation. Donc, il y a énormément de choses et c'est vrai que cette semaine, en tout cas, là, vous avez le choix. Après, si c'est vraiment sur la sensibilisation, je pense qu'au niveau des lectures, il y a de très belles choses, hein, notamment dans les recommandations qu'a fait Clara. Mais sinon, effectivement, je pense que nos associations proposer des temps individuels pour parler de tout ça, on le fait régulièrement. Donc nous, c'est des moments qu'on propose aux gens pour qu'ils puissent nous faire part de leurs difficultés, pour qu'on puisse échanger et pour qu'on voit si on a des solutions pour les accompagner. Exactement. Et pour info, on a publié cette semaine sur la page Facebook du CREPAC et la page Instagram le programme justement de la Semaine européenne de réduction des déchets avec la page où vous pouvez justement voir ce qui se fait pas loin de chez vous, accessible à tout le monde en fonction du public. Et là, je vous ai mis effectivement le lien vers le festival. Oui, j'ai une petite question. Est-ce qu'il y a des études sur la différence entre acheter des produits dans des magasins bio en vrac et se faire livrer des produits bio à la maison?
C'est une très bonne question. J'ai En j'ai termes pas de l'information. transport, en termes de transport, je pense plus en termes de transport et puis forcément de déchets, parce qu'il y a un peu plus de déchets quand on se fait livrer, mais quoique. J'en ai pas connaissance, en tout cas, Ouais, mais parce qu'il y effectivement, a, là, pardon. Ouais. il y a des sites qui prônent un peu pour se faire livrer à la maison des produits bio et qui disent bon, effectivement, le fait de se faire livrer, ça fait déplacer moins de personnes dans les magasins et ça polluerait un peu moins. Mais bon, est-ce que c'est plus Alors, faudrait que je retrouve commercial effectivement que réel? ce sujet-là. Je crois que je l'ai un petit peu vu abordé dans justement un des podcasts d'Écotable. Euh, il n'y avait peut-être pas une tendance claire qui se distinguait, apparemment, notamment pour tout ce qui était circuit court, de livrer des produits de saison euh, à, à domicile. Ce qu'ils expliquaient clairement, c'était tout dépend effectivement de la logistique optimisée de la solution du prestataire. Il y a énormément de différences en fait, notamment dans ce qu'on appelle la gestion du dernier kilomètre, qui fait vraiment la différence et qui est le plus émetteur en termes de gaz à effet de serre. C'est là où tout se joue. Et malheureusement, entre une solution A et une solution B, la logistique n'est pas forcément optimisée de l'un à l'autre. Et donc, c'est difficile comment dire, de faire une vraie conclusion sur ce mode de pratique parce qu'il y a beaucoup trop de diversité, en tout cas dans le fonctionnement, quoi. Oui, mais c'était un sujet intéressant. Mm. Mais ouais, j'essaie de vous retrouver le podcast là, qu'il évoque. Benjamin, je crois que tu avais parlé de 2 liens vers des films ou des vidéos que tu allais mettre dans le chat, et sauf erreur Ouais. de ma part, je ne les ai pas vus. Non, non, il y en a un, je l'avais garé sous le coude, mais je ne sais pas si je vous démoralisais tout de suite. Ah, d'accord. Je vais mettre hop, celui d'Arte. Et pendant que tu mets les liens, du coup, il y a une plateforme qui s'appelle Le Potager d'à côté. Alors malheureusement, ça n'existe pas au niveau de Bordeaux, mais en tout cas, c'est quand même assez développé en Nouvelle-Aquitaine et en France. Cette plateforme, donc le potager d'à côté, ça permet de mettre en relation des producteurs avec des consommateurs. Donc ça évite aussi aux producteurs d'écouler leur production qui a été refusée par la grande distribution parce que pas calibrée, parce que pas la bonne couleur, etc. Et donc en fait, c'est du circuit court, c'est vraiment l'exemple type du circuit court. Via cette plateforme, on vous met en relation donc, avec le producteur et c'est aussi accessible aux consommateurs professionnels, donc par exemple la restauration collective, etc. Et ça s'appelle le potager d'à côté, comme ça se prononce. Alors, du coup, moi, je vous ai mis effectivement 3 liens. Le premier, c'est donc le film d'Arte. Il dure 2 minutes sur les fermes en Espagne. Faut vraiment, il vaut le coup d'œil, hein. Regardez-le. Et les deux autres, en fait, ce sont les études, celle de Greenpeace et WWF sur les labels alimentaires. Et la deuxième, c'est l'infographie du WWF sur notamment l'agriculture conventionnelle et, si je ne dis pas de bêtises, donc l'agroécologie. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose d'arrêter là. Oui, j'allais proposer la même chose. Donc, pour votre information, donc le webinaire, il a été enregistré. On le diffusera sur notre page YouTube du CREPAC. Peut-être que toi, Benjamin, tu as prévu d'en faire de même, je ne sais pas. Oui, bonne idée. Ouais. Voilà, pour que éventuellement les personnes qui se sont inscrites mais qui n'ont pas pu participer puissent le visionner. Ensuite, on vous enverra les supports de présentation, en tout cas pour le CREPAC, mais je pense que pour Zero Waste aussi, c'est pareil. Et puis donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, concernant le CREPAC, on est présent sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Donc, vous nous trouvez juste en tapant CREPAC dans la barre de recherche CREPAQ. Et puis pour Zero Waste, donc vous savez où les trouver. Je pense qu'il n'y aura pas de souci pour ça. Voilà. Et puis, vous pouvez aussi vous abonner si vous souhaitez recevoir des informations complémentaires et régulières sur tout ce qui concerne le zéro déchet et le zéro gaspillage à la newsletter de Zero Waste Bordeaux. Et aussi à la newsletter du Régal Nouvelle-Aquitaine, donc le réseau dont je vous parlais tout à l'heure, dans le cadre duquel ce webinaire a été réalisé.
Voilà, donc je ne sais pas si tu as quelque chose à Ouais, rajouter. juste une dernière Benjamin. chose, parce que Ouais. du coup, j'en ai profité là pour vérifier effectivement par rapport à la question des surfaces agricoles. Donc, effectivement, je me suis bien planté. Non, non, enfin, je veux dire, par rapport à cette intervention de Patrice, ce que je viens de voir, effectivement, donc, on était à 35 millions d'hectares, je ne sais plus en quelle année, et on est à 29 millions. Donc, effectivement, vous avez totalement raison. Il y a une diminution de la surface agricole utile en France ces dernières années. Je crois que c'est entre les années 60 et maintenant. Voilà. Ok, merci pour l'info. Je ne vais pas dire de bêtises, vous avez bien fait de me corriger. Bon, en tout cas, merci à tous et merci à Clara pour l'invitation pour le webinaire. Pour nous, c'était passionnant en tout cas. Avec plaisir. On est ravis. Et puis, donc voilà, on vous souhaite une bonne soirée. Désolée pour le retard, hein. Ça devait durer jusqu'à 19h30, mais bon, on a eu des questions intéressantes, donc on n'allait pas s'arrêter là. Merci à toutes et à tous, et donc peut-être à bientôt sur des événements zéro déchet ou ailleurs. Voilà, donc belle soirée à toutes et à tous. Merci. Au revoir.